Kwekwe Wadja, bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sophie-Claude Miller. Le rapport de la commission vient compte plus de 142 appels à l'action. Jeudi dernier, des chefs autochtones se sont réunis avec le gouvernement québécois pour discuter de la façon dont ils allaient l'implanter. Sylvie Ambroise s'est rendue pour voir comment cela se passait. S'il y avait un mot pour décrire comment se sentait Ghislain Picard lors de la réunion, ce serait déception. C'est un rendez-vous manqué aujourd'hui. Les chefs de différentes nations étaient présents et ont souligné l'absence du premier ministre à cette rencontre. Écoutez, je vous dis ce que certains chefs ont pris la peine de réitérer à la table. C'est qu'un processus, s'il devait être considéré comme étant sérieux, sincère, bien, le premier ministre aurait dû être à la table. Selon le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies a été mentionnée. On est revenu sur la motion qui a été déposée à l'Assemblée nationale le lendemain des excuses. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est que la motion nous ouvre la porte à un processus politique ouvert, transparent avec le gouvernement du Québec. Et j'ai fait allusion à un processus qui est similaire en Colombie-Britannique où les Premières Nations sont à la table avec le gouvernement provincial pour développer un projet de loi qui vise la mise en œuvre de la déclaration dans cette province-là. La ministre des Affaires autochtones du Québec, Sylvie Damour, affirme que la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones est dans l'agenda du gouvernement. Le ministre Damour exprime sa conception de nation à nation. Je les considère de nation à nation, donc ils ont un privilège d'avoir un secrétariat des affaires autochtones et c'est par ce véhicule-là qu'on va travailler. Picard n'est pas satisfait du concept décrit par la ministre Damour. C'est sans doute un manque de compréhension de la définition qu'on donne à la relation de nation à nation. Viviane Michel abonde en ce sens. Je pense que s'il aurait validé ses excuses, mais il aurait été présent aujourd'hui, dans un momentum très important. On parle de l'ensemble des Premières Nations qui étaient présentes aujourd'hui, dans un exercice de parler, on dit, de nation à nation. Donc, il y avait quand même des acteurs manquants. Michel exigeait également des excuses de la part de la Sécurité du Québec pour les victimes. On insiste encore que la Sûreté du Québec puisse prendre la peine. Je pense que c'est le moindre des choses de s'excuser auprès de ces femmes qui ont subi une brutalité policière. La ministre des Affaires autochtones attend qu'elle a répondu ceci. La Sûreté du Québec relève du gouvernement et donc c'est des excuses que M. Legault a fait au Salon Bleu. Il y a une deuxième rencontre prévue pour la deuxième semaine du mois de décembre. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Québec. Nous vous présentons régulièrement des portraits des nations autochtones au Québec. Et cette semaine, notre journaliste Sylvie Ambroise vous présente la nation Abénaquise. Kwai Ndeleweze Prudence Anis, Anombasquoi Nia Odze Odanak. Prudence Anis est la directrice de l'Institut Kiuna. Kiuna fait partie du paysage de la communauté d'Odanak depuis environ 10 ans. En plus d'aider à revitaliser la langue abénaquise, l'Institut offre des programmes de niveau collégial qui sont adaptés aux réalités, aux traditions et à la culture des Autochtones. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment le fait que le collège est conçu pour et par les Premières Nations, mais on est ouvert à tous et on l'a toujours été. Et surtout, depuis quelques années, on parle beaucoup de réconciliation, favoriser la rencontre de l'autre, défaire les préjugés. Je suis très fière de vous dire qu'aujourd'hui, on a 105 diplômés, donc 104 Premières Nations, une québécoise. Allons-y. Non loin de Kiuna, toujours à Odanak, le musée des Abénakis accueille beaucoup d'activités communautaires. Le musée, on est hôte de plusieurs activités. Il y a plusieurs activités communautaires qui se font au musée, que ce soit des cours de tambour, de fabrication de tambour, encore fabrication de paniers, et une nouveauté cette année, la fabrication de masques de maïs. La nation abénakise est formée au Québec de deux communautés, celle d'Odanak et celle de Wolinak. Comme de plus en plus d'autres nations, les services techniques sont assurés par le Grand Conseil Wabanaki. En fait, avec la communauté de Wolinak, on est les deux affiliés
au Grand Conseil de la Nation Wabanaki, notre conseil tribal, qui notamment a fait la prise en charge des services sociaux. Mais aussi, le gros du travail du Grand Conseil, c'est la défense des droits des intérêts. On a le bureau de consultation du Ndakina, de notre territoire traditionnel. Le Ndakina s'étend de la rivière Richelieu jusqu'à Rivière-du-Loup, longeant le fleuve Saint-Laurent au nord jusqu'à la frontière des États-Unis au sud. Comme nous le montre cette exposition permanente, les Abénaquis ont parcouru ce territoire et plus encore pendant de nombreux siècles. Ici, on est dans la salle d'exposition permanente du musée qui a ouvert en 2006. C'est l'exposition qui s'appelle Wabanaki, Peuple du soleil levant. Et puis, c'est une exposition, en fait, qui traite de la culture abénakise beaucoup au niveau matériel à travers les 4 saisons. Une chose est sûre, les Abénakis s'attendent à être ici pour de nombreuses saisons à venir. Sylvie Ambroise, nouvelle nationale d'APTN, Odanak. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Vous pouvez nous joindre par courriel au info@aptn.ca, sur Facebook à @nouvelles_aptn et sur Twitter @nouvelles_aptn en un mot. La Nation CRI a signé une entente historique avec le gouvernement du Québec pour financer la construction d'un hôpital à la fine pointe de la technologie dans la Nation CRI de Chisasibi. Il permettra de régler le problème de santé publique que la collectivité affirme éprouver depuis près de 40 ans. Un reportage de Lindsay Richardson. La Nation CRI de Chisasibi, qui compte une population croissante de 5000 personnes, est la plus importante communauté CRI au Québec. Elle abrite un large éventail de besoins croissants en matière de santé, de la naissance à la fin de vie, auxquels la communauté peine à répondre. You will see for yourselves that our little hospital is showing its age. L'hôpital actuel de Chisasibi n'a pratiquement pas été rénové depuis sa construction en 1980. Ses installations de soins intensifs sont limitées. Les patients nécessitant une intervention chirurgicale sont transportés par avion à grands frais à des milliers de kilomètres du village, à Montréal ou à Val-d'Or, où l'hôpital homonyme est souvent critiqué pour la façon dont il traite les personnes autochtones. Au triage, l'infirmière, mettons qu'il n'était pas... J'aimais pas le ton, le langage qu'elle avait, là, tu sais. Il me disait est-ce que j'avais consommé, est-ce que j'avais pris de la drogue. En tout cas, t'es pas normal, il m'a dit ça. J'ai dit, madame, j'ai des pierres au foie, puis ça fait très mal. Mais grâce à cette annonce récente, la situation est sur le point de changer. The new facility will be the first regional health center in the USG, located in Chisasibi. It will serve all the Cree communities, providing access to specialized services that it has not been possible to provide before. L'entente tripartie historique qui a été signée par des fonctionnaires provinciaux et des représentants de la Nation CRI permettra, entre autres, la construction au montant de 300 millions de dollars de l'établissement de santé Iou-Inu à la fine pointe de la technologie et fera de Chisasibi la destination pour obtenir des soins de santé de qualité supérieure, même pour la population des communautés avoisinantes. I'm speechless. I really didn't think that we were going to receive so much in terms of, what we had expected. It was beyond our expectations. Bella Pedro-Urbano affirme que l'acquisition des ressources nécessaires est une tâche ardue, mais que la situation s'améliore progressivement. Selon elle, la construction du nouvel hôpital permettra de répondre à l'éventail des besoins en ce qui a trait aux soins traditionnels, tout en créant des emplois dans les domaines de la construction et dans l'administration. As we look into the future too, we want to think that we're going to have more and more Cree who are going to be not only managers or administrators of our organization, but also the professionals that we so need, like doctors and nurses. Le nouvel hôpital de 52 lits offrira, entre autres, des services de dialyse et une clinique de gynécologie. Ce dernier vient répondre à une préoccupation de dizaines d'années à propos des femmes qui doivent donner naissance loin de la maison, une préoccupation validée par la ministre de la Santé provinciale. Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble des efforts amorcés
afin d'améliorer la santé et le bien-être des communautés CRI. Cet hôpital, dont la construction devrait être achevée en 2025, serait une solution de rechange centralisée et culturellement sécuritaire pour tous les CRI de la baie James. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Nation CRI de Chisasibi, Québec. Nous en sommes à la première pause. Revenez-nous dans quelques minutes pour d'autres nouvelles nationales. Bienvenue parmi nous. Voici ce qui a retenu notre attention au niveau national. Un résident du territoire Mohawk de Kanesatake en est maintenant à son 11e jour de grève de la faim. Ils espèrent attirer l'attention sur une dispute territoriale de longue date. Alan Harrington est un membre de la nation Ojibwe qui vit à Kanesatake de temps en autre depuis 13 ans. Il subsiste sur une diète liquide à l'extérieur de la maison longue de Kanesatake. Il est visité par une infirmière une fois par jour. Dans cette vidéo qu'il a publiée en ligne, il dit que c'est sa façon de redonner à sa communauté adoptive. Alan Gabriel, membre de la Maison Longue, dit que la grève de la faim prendra fin avant que ça devienne trop dangereux pour la santé de celui-ci. D'ici là, ils espèrent que cela attirera l'attention sur le développement non désiré sur leur terre. Ils pressent le gouvernement fédéral à consulter la Maison Longue au lieu d'uniquement consulter le conseil de bande local de Kanesatake. Nous sommes d'accord qu'on a besoin d'un moratorium en court terme, juste pour assis tous les gouvernements fédéraux et les personnes de le gouvernement traditionnel, la Maison Longue, pour discuter comment est-ce qu'on procédait dans le futur, d'arrêter le développement, juste pour avoir une atmosphère de la paix. Un nouveau rapport accablant sur la ville de Montréal révèle que les femmes autochtones sont beaucoup plus souvent sujettes aux vérifications aléatoires par les policiers que tout autre groupe minoritaire. Un reportage de Lindsay Richardson. Un nouveau rapport indépendant confirme ce que de nombreux affirment qu'ils savaient déjà. Les policiers montréalais sont influencés par un préjugé systémique et font subir aux femmes autochtones des vérifications aléatoires à un taux exponentiellement supérieur à celui des femmes blanches. Rédigé par des professeurs de 3 universités québécoises, le rapport fait la synthèse de 3 années de données sur les vérifications aléatoires des services de police, tout en soulignant que certaines recherches ont été effectuées sans faire l'objet de rapports par le service de police municipal, soit la SPVM. Police officers get up in the morning, they simply want to keep the city safe. Sometimes they may do it in a way that maybe can have certain biases that are caused by a system in place more than the individuals. So that's what we have to address, but it's a very, very delicate balance. Alors qu'il commentait les conclusions du rapport lors d'une conférence de presse, le chef de police Sylvain Caron a affirmé que bien que le rapport indique des disparités évidentes, celui-ci reflète l'absence de politique plutôt qu'un problème de profilage racial, selon le document de 164 pages. Les personnes noires et autochtones qui vivent à Montréal sont de 4 à 5 fois plus susceptibles de faire l'objet de vérifications aléatoires par les officiers de police, et celles d'origine arabe sont 2 fois plus susceptibles d'être interpellées. Mais les femmes autochtones constituent le groupe démographique qui est le plus ciblé par les policiers. Elles sont interpellées 11 fois plus souvent que n'importe quel autre groupe racial. Mairesse Valérie Plante a réagi, qualifiant le rapport de choquant. This data do not represent the city we want, a city where every citizen feels safe. En bref, les 3 chercheurs ont formulé 5 recommandations concrètes invitant les policiers de Montréal à reconnaître leurs lacunes et à prendre des mesures correctives. Pendant ce temps, Caron affirme qu'il rencontrera les policiers pour discuter des conclusions du rapport et qu'il permettra d'autres études dans l'espoir de mettre en place de nouvelles procédures d'ici mars 2020. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Une délégation de groupe Métis fait valoir une revendication territoriale concernant certaines régions du nord de la Saskatchewan et de l'Alberta. Le groupe a annoncé cette action qui vise à réparer une injustice commise il y a 160 ans. Il déclare que des dizaines de milliers de kilomètres carrés, ou une grande partie des 2 provinces des Prairies, leur sont dus. La poursuite stipule que les demandeurs cherchent réparation pour des terres qui leur ont été dérobées à tort dans les années 1880. À l'époque, de 160 à 240 acres de terre ou de l'argent avaient été promis aux Métis pour l'achat de terres. Cependant, les Métis n'ont jamais reçu les terres ni l'argent dans le cadre de ce qui était connu à l'époque comme l'attribution de certificats.
Le groupe souhaite avoir ouvert le dialogue avec le gouvernement fédéral et affirme être prêt à régler hors cours, mais qu'il est aussi préparé pour une longue bataille judiciaire. Well, I have waited a long time for this to arrive. A day where we will finally have an opportunity to challenge the script system in the Federal Court of Canada and in the Court of Public Opinion. Cet été, j'ai eu la chance de faire la tournée des communautés autochtones de l'Est du Québec et nous nous sommes arrêtés à Gaspé alors que le tout premier festival de l'eau prenait place aux berges du fleuve Saint-Laurent. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Moi, ça me touche beaucoup parce que je vois que je ne suis pas la seule à avoir l'eau dans mon cœur. Puis de faire ça avec les Premières Nations, avec les Mi'kmaq, Anishinaabe, Cris, avec les non-autochtones, c'est le début d'une belle réconciliation dans tout ce qui s'est passé avant, pour avancer ensemble. L'instigatrice du festival a visiblement l'eau à cœur et elle a convié des gens de toutes les origines à se mobiliser de façon conviviale pour la protection de l'eau. Oui, en fait, là, on se retrouve à la marina de Gaspé. Donc, dans la journée d'aujourd'hui, les activités qui sont prévues pour initier les gens à l'eau, bien, il y a l'école d'initiation des voiles et tout ça, avec des petits tours. Il y a aussi le kiosque Expo-Sciences de l'eau. Donc, ce que vous voyez derrière, c'est un Expo-Sciences de l'eau avec des exposants. Donc, on a le Conseil de l'eau du Nord du Grand Gaspé. On a le Centre d'interprétation Mi'kmaq qui sont là aussi, la planète qui s'invite au Parlement, regroupement Vigilance Hydrocarbures. Plusieurs organismes et conférenciers étaient présents, avec tous les mêmes objectifs en tête, l'appartenance et la préservation de l'eau. On a plein de projets, on veut faire pression sur la ville. Nous, on est un groupe local à Gaspé, donc faire pression là, sur nos élus pour prendre au sérieux cette lutte-là. La cerise sur le sundae, tout le monde attend, la cérémonie de l'eau à 16h avec Roseanne Martin. Roseanne qui est notre aînée de la nation Mi'kmaq, qui est native de l'Istobouche, qui travaille à Ottawa, qui se promène à Paris, à New York, à Colombie-Britannique pour faire cet enseignement-là des cérémonies de l'eau. Donc, ça va débuter là, bientôt. Donc, les gens ont bien hâte là, de pouvoir apprendre et de pouvoir se laisser imprégner par cet enseignement-là et cette eau-là qui veut vivre et persister en chacun de nous. Sophie-Claude Miller, Nouvelle nationale d'APTN, Gaspé. C'est déjà l'heure de notre dernière pause commerciale. Au retour, nous vous présentons notre nouvelle journaliste, Sylvie Ambroise. À tout de suite. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Récemment, une journaliste de la nation Innu s'est jointe à nous en qualité de journaliste. Sans plus tarder, je vous la présente, Sylvie Ambroise. Oui. Donc, Sylvie, vous êtes jointe à notre équipe des Nouvelles nationales d'APTN en qualité de journaliste. Comme je l'ai mentionné, vous faites partie de la nation Innu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vous, votre parcours qui vous a mené à se joindre à nous? Oui. Moi, je viens de la communauté de Ouachak-Makmaliotenam. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait un poste qui était sorti pour faire du journalisme ici, que c'était une nouvelle émission. J'ai décidé d'appliquer puisque mon rêve était d'être journaliste. Vous avez tenté votre chance. Oui. Et puis, avant ça, vous travailliez au Conseil de la Nation à Itum, là, qui s'appelle. Oui. Vous avez travaillé aux communications, c'est ça? Oui, j'étais agente auprès des communications pour Itum. OK. Oui. Et puis, quelle autre expérience que vous avez, comme peut-être dans le milieu des communications ou des trucs comme ça? J'ai fait beaucoup de radio avec la radio communautaire là-bas. J'étais également journaliste. OK. Puis c'est ça que j'ai fait beaucoup, là. Donc, la radio communautaire, c'est celle de la communauté, c'est en lien avec la SOCAM, c'est ça? Oui, okay. La SOCAM aussi, mais là, je commence à travailler avec eux, là, c'est sûr, pour aider les médias autochtones. OK. Oui. Puis, dites-moi, quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au journalisme? Est-ce que c'est quand vous avez vu l'annonce ou c'est un rêve qui vient plus loin que ça? C'est un rêve de petite fille. J'étais sur les genoux à mon père. Mon père était un ancien chef. Puis, je regardais tout le temps les nouvelles avec lui le soir. Il aimait ça se tenir au courant. Fait que moi, c'était quelque chose que ça fait super longtemps, mais que j'ai jamais vraiment osé réaliser, là. OK, puis
si vous avez hésité à oser réaliser ce rêve-là, vous devez avoir quelques défis qui sont mis sur votre chemin pour que... Oui, c'est un cours qui était contingenté, fait que j'avais pas les notes pour rentrer quand j'étais au cégep, tu sais. Fait que je me suis dit que la science politique allait être un bon tremplin, mais il est arrivé que j'ai dû arrêter mes études à cause que mes parents étaient malades. Il a fallu que je retourne à la maison pour m'en occuper. Oui. OK. Puis vous, là, maintenant, vous travaillez à Montréal avec nous. C'est sûr que vous êtes amené à voyager souvent pour aller couvrir diverses histoires. Pour vous, à Montréal, comment ça se déroule? Est-ce que vous avez vécu un choc culturel? Ah oui, c'était un choc. Des fois j'étais comme étourdie. Ça va trop vite, là. J'étais pas capable de suivre... Ça allait trop vite parce que... Comme le rythme de la ville ou le rythme de travail? Parce que nous autres, le rythme de la vie, les deux. Les deux. La différence que ça peut faire d'être une journaliste autochtone qui couvre l'actualité autochtone, est-ce que ça fait une différence ou si, dans le fond, c'est la même chose que d'être de n'importe quelle nationalité? Je pense que oui, ça fait une différence parce que du point de vue juste avec... Le lien avec les interlocuteurs ou même le sujet est différent. C'est pour ça que c'est important d'aller les voir aussi, de prendre le temps de contact. Là, comme je vous dis, ça va trop vite, là. Mais avec quelqu'un, c'est bien mieux avec quelqu'un qui connaisse aussi. Là. Dans le fond, les Autochtones qui vivent en ville, comparativement à ceux qui vivent dans les réserves, comme vous mentionniez, le fait d'être autochtone, quand vous avez à interagir avec eux qui vivent en ville ou qui vivent en réserve, c'est la même chose. Là, vous avez une connaissance culturelle, un bagage culturel qui vous permet de faire un meilleur lien avec les deux, tant les deux, ou ça fait une différence? C'est sûr que je connais des gens qui ont déménagé en même temps que moi. Là. C'est là qu'on a commencé à se mettre ensemble. Puis c'est parce que c'est une question de langue aussi. Hein? Oui. Encore, moi, je pensais pas que j'allais m'en ennuyer en dedans de 2 semaines. Là. Fait qu'à tous les jours, j'écoute de la musique. Puis, juste parce que on s'ennuie vraiment de la langue. Là, c'est incroyable. Là. Donc, vous pouvez communiquer quand même avec vos proches, avec l'Internet maintenant en 2019, c'est quand même facile. Oui, mais il faut avoir le temps. Ah oui, c'est vrai. À Montréal, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir aussi. Puis, dans les sujets que vous allez couvrir dans l'actualité autochtone, sans donner trop de scoop, est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur? Bien, justement, on est dans l'année internationale de la langue. Les Atikamekw ont une langue, les Inuits aussi. C'est ça que moi qui me tient beaucoup plus à cœur. Là. OK, donc la place des langues autochtones au sein des communautés et des membres de la communauté. Oui. OK. Puis, donc, pour vous, à date, est-ce qu'il y a une place où est-ce que vous rêvez de visiter dans le cadre de votre travail au Québec? Au Québec, j'aimerais ça aller voir les cris, mais il faudrait que je possède la langue anglaise. Mais peut-être qu'en parlant Innu puis en parlant cri, peut-être que vous pourriez vous comprendre un petit peu. Moi, j'ai des amis Innu qui sont allés, puis des fois, ça pourrait peut-être aider. Ou sinon, peut-être qu'on sera amenés à voyager ensemble. Oui, ce serait le fun, ça. Moi, j'aimerais ça. Bien, Sylvie Ambroise, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez accordé. On a bien hâte de voir d'autres de vos reportages et de vos histoires, puis encore, bienvenue dans l'équipe. Merci. Le temps file et c'est déjà la fin de notre bulletin de nouvelles nationales. Je suis Sophie-Claude Miller, en mon nom et au nom de toute l'équipe. Nous vous remercions sincèrement d'avoir été des nôtres en cette soirée d'élection fédérale. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Wadja, Nadjashin, Nyot, au revoir.